Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire patrimonial. Vous le savez, chaque mercredi, on se donne rendez-vous pour une petite heure de réflexion, d'expertise, de travail autour de la gestion de votre patrimoine. Et au sommaire de ce 24e numéro, on commencera par vous donner quelques conseils sur les placements qu'il convient sans doute de regarder, de considérer en cette fin d'année 2024. Et puis, on tâchera aussi de vous guider dans, je crois, ce qu'il faut appeler le maelstrom fiscal de l'Assemblée nationale. Alors, on a deux experts ce matin qui seront là pour analyser un petit peu tout ce jeu parlementaire. Et puis, les marchés ne seront pas absents à quelques jours maintenant de l'élection présidentielle américaine. C'est parti pour Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et pour attaquer, on accueille donc Martin Alix. Bonjour Martin. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être au rendez-vous de Cœur de patrimoine, directeur du développement produit de Primonial. Et on va essayer de profiter avec vous des tout derniers feux. Alors je ne sais pas si j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas des tout dernières semaines de cette année 2024, en regardant un petit peu quels sont les produits que l'on doit regarder, considérer, peut-être utiliser en cette fin d'année. Mais d'abord, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, l'homme de l'art que vous êtes, quel regard finalement portez-vous sur cette année 2024 ? On va parler patrimonialement parlant, bien sûr. Merci Cédric. Effectivement, c'est une année 2024 sur laquelle on ne s'est pas ennuyé pour différentes raisons, et on y viendra aussi d'ailleurs quand on va parler sur les placements regardés de cette fin d'année. Le premier, c'était attendu, mais finalement pas tant que ça si on se projette il y a quelques années auparavant, c'est le rebond du fonds en euros, notamment les rendements qui ont été spectaculairement à la hausse. Autant ils avaient baissé lentement les années précédentes, mais là il y a eu une vraie remontée et une vraie remise en avant de ce support qui était un des supports préférés des Français. Et donc le premier point, c'est cette remontée. Le deuxième point, je dirais que c'est l'émergence et plutôt la recrudescence encore sur les produits structurés. Effectivement, cet environnement de taux favorable a permis de remettre de la diversification dans ces supports et de revenir aussi sur des placements à capital garanti et des produits avec sous-jacents obligataires. Le troisième point, c'est difficile de ne pas en parler, c'est l'immobilier. Effectivement, c'est un sujet qui est en difficulté aujourd'hui, mais il y a des opportunités, donc on pourra en parler un peu après. Et enfin, je dirais, c'est l'émergence de nouvelles classes d'actifs, ce qu'on appelait alternatives auparavant, que ce soit le non-coté et la dette privée, qui sont de moins en moins alternatives et à considérer pour son patrimoine. Alors, on va essayer de rentrer effectivement dans le détail de toutes ces propositions qui sont intéressantes pour un épargnant de regarder, de considérer en ce moment. Effectivement, on commence par quoi pour faire cette espèce de panorama des produits que, mi-octobre, fin octobre, il faut regarder? Je vous propose de commencer par le début. Ouais. Dans ce cas-là, on a parlé du fonds en euros en introduction. Le fonds en euros, donc, c'est remonté. C'est vrai que là, on s'attend à ce que les taux baissent légèrement, que ce soit les taux des marges des banques, des taux interbancaires, mais donc les taux de rendement des fonds euros, mais ça reste encore très compétitif. Et je pense notamment des offres de bonification qui sont faites par certains assureurs sur les années fin 2024 et 2025. Donc ça donne de la visibilité future sur ces rendements. C'est ça, on rappelle, les assureurs, ils sont là aussi pour attirer un peu le chaland en disant si vous me faites confiance sur ceci, je vous donne cela. Si Exactement. vous me donnez telle proportion, je vous en donne un peu plus. Enfin, il y a toute une politique un peu commerciale qui est mise en jeu. Effectivement, ils sont revenus sur un intérêt pour eux aussi de collecter sur ce sous-jacent. Encore une fois, l'idée, c'est de aller capturer des rendements obligataires qui sont encore hauts aujourd'hui pour servir des rendements futurs aux assurés. On a aussi des assureurs qui ont été encore plus loin. On avait vu des restrictions sur l'accès à ces fonds euros avec des obligations de part en unité de compte pour y accéder. C'est ça, hein. On a encore des ouvertures jusqu'à 100% sur les actifs généraux, je pense. Ouais, parce qu'on rappelle qu'il y a un moment où les assureurs avaient dit pan sur les doigts. Exactement. Le 100% fonds euros, c'est fini. Si vous voulez bénéficier même du fonds euro, il faut une part conséquente d'unité de compte, c'est-à-dire hors fonds euros. Et puis, si vous mettez suffisamment d'unités de compte, vous aurez un petit bonus sur le fonds euro. Là, maintenant, on est un peu plus séduisant, on va dire. Effectivement, j'aime à dire qu'ils accompagnaient la diversification en ce moment-là. Là, en tout cas, il y a encore cette opportunité d'aller prendre du 100% fonds en euros pour se positionner après sur les marchés financiers ou d'autres classes d'actifs un peu plus tard. Et je pense notamment aussi aux personnes morales, des placements de trésorerie. Ça peut être encore intéressant. Et c'est vrai qu'eux aussi avaient été mis à l'index, les personnes morales, en disant non, mais on n'a pas forcément besoin de vos encours
aujourd'hui, mais encore ces possibilités pour les personnes morales et les placements de trésorerie des PME. Je pense que c'est intéressant à regarder sur cette fin d'année et tout début d'année prochaine. Donc ça veut dire aujourd'hui, si on a un peu de liquidité, si on veut regarder un petit peu son contrat d'assurance vie le plus largement possible, c'est peut-être le moment effectivement de réallouer telle ou telle partie. Vous nous avez dit aussi un petit mot en intro du non-coté. Oui. Et c'est vrai que c'est une classe d'actifs dont on entend de plus en plus parler, y compris sur Radio Patrimoine. On a eu, j'invite d'ailleurs celles et ceux qui le voudraient à regarder un petit peu les podcasts ces dernières semaines. On a eu pas mal d'acteurs du non-coté qui sont venus nous voir. Effectivement, c'est une classe d'actifs intéressante puisqu'on commence à avoir une profondeur de gamme assez intéressante justement pour chaque particulier puisse faire son choix. On a des dispositifs qui sont disponibles en direct, donc en nominatif pur. On a des dispositifs aussi en assurance vie, où là, en plus, on va pouvoir aller chercher de la liquidité. L'avantage de l'assurance vie aussi, c'est qu'on a aussi ce tampon, je dirais, d'un investisseur institutionnel, puisque l'assureur est aussi un institutionnel. Donc, c'est vraiment cette profondeur qui commence à devenir intéressante. On ne met pas les pieds tout seul dans le non-coté. Exactement, on est accompagné. Et non-coté, donc capital investissement, mais on voit aussi l'émergence de la dette privée qui commence à arriver. Donc, on commence vraiment à avoir une vraie profondeur de gamme dans cette grande classe d'actifs dans laquelle on met nos cotés. Et après, plein de sous-classes d'actifs, sous-segments, avec des profils de risque, rendement, liquidité différents et sur lesquels il faut se pencher. Et au risque d'enfoncer une porte ouverte, je pense que très peu de clients aujourd'hui sont exposés sur ces classes d'actifs. Donc, il y a du rattrapage à faire et d'aller chercher ces nouvelles sources de rendement pour les années futures. Ouais, c'est-à-dire que ça s'est beaucoup démocratisé pendant longtemps. Ce qu'on acceptait plutôt sous le vocable private equity, c'était un peu un marché réservé à quelques happy few, à quelques grandes fortunes. Aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on peut commencer à effleurer. Bon, quand on est un peu fortuné, mais des quelques montants qui sont quand même très abordables. Effectivement, je vous dis, il y en a pour tout le monde. Avant, on était cantonné plus sur des fonds professionnels, donc accessibles à partir de 100 000 euros. Donc, ça commence à faire une certaine somme. Le fait de le mettre dans l'assurance vie, ça a permis de démocratiser la classe d'actifs. On peut y accéder à partir de 5 000 euros, voire moins, selon les contrats. Et ça, c'est intéressant. À partir du moment où on va aller chercher la diversification. Et ça, tout le monde ne peut être que pour. Donc, en cette fin d'année, on peut aussi égayer un petit peu son patrimoine en s'intéressant à ce non-coté. Il faut être aussi attentif aux produits structurés, m'avez-vous dit quand on a préparé cet entretien. Qu'est-ce qui justifie cet intérêt pour les produits structurés ? Là, ça nécessite peut-être un peu de pédagogie parce que dès qu'on commence à utiliser ces mots un peu compliqués pour un épargnant, fonds structurés, fonds à formule, enfin bref, on a l'impression que c'est... Allez, on va pas tout me dire, on va me cacher ça derrière une formule. Ça vaut le coup de poser les choses sur la table, de regarder comment c'est fait et d'apprendre à se servir de ces produits. Exactement. Encore une fois, le maître mot, c'est diversification. Et avec les produits structurés, même si c'est une appellation un peu barbare, je trouve, on va aller chercher de la diversification. On va avoir des sous-jacents soit obligataires, soit actions. Et surtout, on va acheter une formule, on va acheter un scénario de marché finalement. Donc, ça donne un peu de prévisibilité. On sait qu'en fonction de différentes configurations de marché, on aura un rendement prédéfini ou peut-être moindre. Mais en tout cas, ça donne un peu de visibilité sur les marchés qui ne le sont pas toujours. Donc, c'est vraiment que ça apporte encore un nouveau couple, je dirais, rendement, risque, volatilité toujours et liquidité. Et c'est ça qu'on peut avoir avec les produits structurés, où il y a vraiment, là pour le coup, je parlais de profondeur, de gamme, là il y a vraiment une grosse profondeur. Donc si j'avais un conseil là-dessus, c'est peut-être de se positionner progressivement sur la classe d'actifs, puisqu'on sait que ça reste des investissements sur les marchés financiers. Donc y aller progressivement à hauteur de quelques fois tous les 3 mois, 6 mois, pour aller chercher des niveaux de marché différents. Et du coup, des niveaux de rappel aussi. Un investissement différents. Programmé pour pas tout mettre sur le rouge ou tout mettre sur le noir. Exactement. Et se prendre un petit accident de marché. Il faut pas hésiter à demander, à comprendre vraiment là où on met les pieds aussi, pas se dire tiens, la formule a l'air sympa. Vous avez raison, effectivement, c'est toujours plus sympa quand on comprend dans quoi investir, c'est même nécessaire, puisqu'après on sera à même de comprendre aussi les valorisations qu'il y a une fois après la souscription. Parfois, on a des supports, on parlait du capital investissement, il y a une sorte de courbe en J sur le sujet. Faut pas forcément s'alarmer sur le sujet, c'est normal. C'est la classe d'actifs qui fonctionne comme ça. Et forcément, quand on a ces informations avant de souscrire, on est plus prêt à encaisser les à-coups qu'il peut y avoir, ou d'ailleurs pas forcément les à-coups, mais en tout cas ce type de profil de courbe de rendement qu'il peut y avoir et qui sont parfois naturels avec la classe d'actifs. Bon, et puis on n'oublie pas l'immobilier, j'imagine quand même, parce que c'est au cœur des Français. Exactement. On dit ils ont un parpaing dans le portefeuille, c'est pas faux. Effectivement, c'est au cœur des Français. Il y a une petite fâcherie actuelle, je dirais, sur le sujet. Sur le marché. Sur le marché, effectivement, vous avez raison. Et on voit, il faut surtout se souvenir que difficulté, ça rime avec opportunité.
Et effectivement, il y a des SCPI qui tirent leur épingle du jeu, il y a des nouvelles SCPI qui le tirent encore un peu mieux. Donc c'est une classe d'actifs sur le moment où, comme vous dites, ne serait-ce que parce que c'est figé au cœur des Français, il va falloir revenir sur ta classe d'actifs. Je pense qu'il faut commencer à le faire. Il y a des SCPI, encore une fois, ça vaut le coup d'investir maintenant. Elles iront saisir les opportunités de marché maintenant pour les rendements futurs pour les épargnants. Je ne peux pas vous laisser quitter ce plateau, Martin Alix, sans regarder quand même ce qui se passe dans notre pays, sur le budget, parce que quand on est dans ce cœur de la machine patrimoniale, on regarde forcément avec intérêt ou avec inquiétude, parfois peut-être, ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Et on va largement y revenir dans cette émission. Il se passe beaucoup de choses avec le projet de loi de finances 2025. Quel est le sentiment ou le message que vous voudriez faire passer à nos élus ? Aux élus, je dirais, de toute façon, je pars du principe que tout le monde veut le bien commun, et donc que s'ils aménagent cette loi de finances, c'est pour le bien commun. Ce qu'il y a, c'est juste avoir en tête que nous, on demande à nos épargnants d'investir souvent sur des durées longues. On parle de 5 ans, voire 10 ans, parfois un peu plus quand on pense à la retraite. Et du coup, pour ça, on a besoin de stabilité et de visibilité. Et donc, à partir du moment où on demande aux épargnants de prendre ces décisions sur le long terme, il faut aussi qu'il y ait une certaine stabilité au niveau de la réglementation et la loi de finances. Et du coup, c'est ce qu'on espère. Il ne faut pas changer, bouleverser les règles du jeu à tout moment, parce que sinon, plus personne n'y retrouve ses petits. Exactement, quoi. Je ne dis pas que ça va arriver, mais en tout cas, c'est le message que j'aurais à faire passer. Et pour les épargnants, je dirais... Il y a toujours, on est humain, il y a toujours une bonne raison de ne pas faire quelque chose. Et il faut essayer de combattre aussi cet effet de latence en se disant mais je vais attendre de voir ce qui se passe et investir plus tard. Les opportunités, souvent, elles sont là quand on a de l'argent à placer et c'est le moment où il faut investir. Et sans trop se poser de questions, en tout cas, sur ce futur-là, en tout cas, parce que c'est des choses qu'on ne maîtrise pas toujours. Par contre, appuyer sur le bouton pour investir et commencer à placer et à épargner, ça, c'est en notre main. Merci beaucoup, Martin. Martin Alix, donc, pour Primonial dans Cœur de Patrimoine. À tout de suite. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur. Et je le disais, on parle beaucoup de loi de finances en ce moment, et pour cause, c'est le grand cirque budgétaire à l'Assemblée nationale. On en a terminé avec la commission des finances, où aucun accord n'est survenu, et on va essayer de vous permettre de mieux comprendre, de mieux cerner, de discerner peut-être un petit peu tout ce qui se joue en ce moment sur ces aspects budgétaires et de loi de finances, grâce à l'un des tout meilleurs spécialistes, Jérôme Barré. Bonjour Jérôme. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être au rendez-vous de Cœur de Patrimoine pour le cabinet Yards. Alors bon, on est rentré dans le jeu de ce projet de loi de finances, le PLF, comme on dit chaque année. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? On cherche, c'est pas qui veut gagner des millions, c'est qui veut gagner des milliards, c'est ça ? C'est à peu près ça, sauf qu'on ne sait pas très bien qui va les gagner. En tout cas, c'est pas moi. Mais bon, donc le gouvernement, pour revenir à des choses sérieuses, vise un effort total de l'ordre de 60 milliards d'euros pour redresser les comptes publics. C'est un effort qui est réalisé en 2 volets, si je puis dire. Et c'est là où, effectivement, il y a une espèce de... Ça ressemble à du fundraising tel qu'on trouve aux États-Unis. L'idée, c'est d'avoir 40 milliards pour une baisse de dépenses et de lever 20 milliards supplémentaires de façon a priori momentanée ou provisoire de contribution fiscale exceptionnelle. Laissez-moi juste esquisser un tout petit sourire... Parce qu'on rappellerait opportunément que beaucoup d'impôts censés être temporaires dans le passé existent toujours aujourd'hui. Alors effectivement, j'en doute un peu. On pensait à la contribution exceptionnelle sur les revenus. Et puis les plus anciens vous parleront toujours de la vignette automobile, la taxe différentielle sur les véhicules à moteur qui a toujours été appliquée. Mais enfin, l'idée, elle est là. Si je fais 2 euros d'économie ou si je lève 1 euro d'impôt nouveau, je ferai 2 euros d'économie. L'idée, elle est claire, elle est simple, elle est compréhensible. Et cette règle d'or, elle a été énoncée en vue de revenir à une diminution du déficit à 5% pour, en 2025, ce qui est peut-être difficile, mais au moins on tendra et on montrera un effort volontaire pour arriver en 2029 probablement à moins de 3%. Les fameux 3%. Alors, on va regarder un petit peu quelques mesures fiscales qui sont dans cet épisode parlementaire. D'abord, l'une d'elles concerne l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu. Qu'est-ce que ça veut dire pour les contribuables aujourd'hui, pour vous et moi ? Alors, c'est assez contre-intuitif parce qu'on vous dit en fait qu'on va augmenter globalement le barème de l'impôt sur le revenu. Et vous dites, mais quelle horreur, parce qu'effectivement, on m'augmente mes impôts depuis chaque année. Or, depuis 1969, on a tenu compte de l'inflation en augmentant l'impôt
parallèlement à l'inflation. Cette année, on viendrait retenir pour 2024 un taux d'inflation de 2%. Alors là, on peut le discuter, mais ça veut dire qu'on augmenterait ce barème de 2%, ce qui veut dire que si votre rémunération a augmenté de 2% pour des raisons justement liées à l'inflation, vous ne changeriez pas de tranche. Donc c'est vous laisser dans un confort. C'est plutôt favorable. C'est très favorable, c'est vous laisser dans un confort technique qui est bien plus agréable. Autre mesure marquante, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Elle n'existe pas déjà ? Alors, en fait, c'est une contribution exceptionnelle qu'on a appelée contribution différentielle sur les hauts revenus. On verra ce que c'est que la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Là, c'est l'article 3 du projet de loi qui introduit cette contribution, et donc c'était une mesure phare. Cette contribution, elle a pour objectif de garantir que, pour certains, disposant de certains revenus, ils auront au moins un minimum de 20% d'impôts à payer. Je dis bien d'impôts, pas forcément de contribution sociale. Donc ça va concerner les foyers qui sont soumis déjà à la contribution exceptionnelle sur les revenus. C'est une contribution qui varie en fonction de votre revenu par foyer. 500 000 si vous êtes célibataire et 1 million si vous êtes un couple marié. Cette contribution, elle s'étale entre 3 et 4%. Cette contribution, elle avait été mise en place par M. Sarkozy. Elle était exceptionnelle, mais elle dure toujours. Ah oui. Ce qui fait que, par exemple, dans le cas de la flat tax, vous n'êtes pas taxé à 30%, mais vous êtes taxé à 34%, jusqu'à 34%. Eh bien, là, en l'espèce, on va vérifier si le taux d'imposition réel des foyers, incluant l'impôt sur le revenu, et la CHR, donc à certains prélèvements, est inférieur à 20%. Et si vous êtes inférieur à 20%, vous allez être ramené à 20%, donc vous aurez une taxe supplémentaire. Cette mesure, elle devrait être temporaire, elle devrait durer de 2024 à 2026, et son rendement est estimé à 2 milliards d'euros. Ça n'est pas gigantesque, mais si on voit 40 milliards, c'est pas neutre. Cédric, un seuil trop brutal et avec des ajustements entre 250 000 et 330 000 euros pour les célibataires et entre 500 000 et 660 000 euros pour un couple. Voilà. Autre dispositif qui est évoqué, c'est un acronyme qu'on entend beaucoup dans le monde patrimonial, c'est le LMNP, la location meublée non professionnelle. Qu'est-ce qui va changer ? Alors, vous vous souvenez, et vous le savez tous les jours, c'est que c'est très compliqué notre LMNP, c'est très favorable. Ça permet à beaucoup de propriétaires de remettre en état des biens. On se souvient des gîtes ruraux, c'était l'ancêtre de ce sujet. Ça a permis pour des agriculteurs, pour des non-professionnels de pouvoir remettre en état leurs biens. Et puis finalement, on a eu des plateformes qui sont intervenues et donc ça a été la ruée. Et cette ruée, elle panique un peu, notamment les élus locaux. Ouais, donc, dans les centres-villes très urbains, notamment. Et dans les centres-villes très urbains. Avec, le dit-on, une concurrence avec le domaine hôtelier. Alors, ce mécanisme, il vous permet de procéder à un amortissement, c'est-à-dire que, en fonction de vos comptes, vous avez le droit de tenir compte de l'usure du bien. On considère que ça s'use plus vite si vous le louez de façon temporaire que si vous le louez de façon, annuelle, notamment sur la location nue. Et donc, dès 2025, les amortissements qui ont été déduits du prix d'acquisition, vous les retrouverez au moment où vous vendez le bien. C'est-à-dire qu'en fait, on va diminuer le prix de revient que vous avez payé effectivement du montant des amortissements qui auront été pratiqués. Ce qui veut dire que si on diminue ce prix de revient, c'est qu'on va augmenter votre plus-value finale. Donc ça réforme beaucoup le système. Et l'idée, c'est de modérer l'attrait, particulièrement dans les zones touristiques, et encourager les investissements dans la location de longue durée. En revanche, ça marche pour une partie de la population, mais si vous avez une résidence d'été que vous voulez occuper de temps en temps, vous la jouerez jamais à l'année. Et donc, cette nuance, elle a du mal à s'introduire aujourd'hui, et il est clair qu'il y aura encore des changements. Enfin, on peut penser qu'il y aura encore des changements. Autre thème qui a beaucoup fait parler ces dernières heures, c'est tout ce qui concerne les non-résidents, etc., leur fiscalité. Il y a pas mal de clarifications qui ont été apportées. Alors, ça encore un sujet, je vais être un peu technique, mais c'est ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. Le bloc de constitutionnalité, c'est la hiérarchie des normes. Le droit interne d'abord, puis le droit conventionnel, le droit des traités internationaux, notamment des conventions fiscales internationales, puis le droit européen. Et dans cet ordre, si vous voulez, il y a une hiérarchie des normes. Cette hiérarchie des normes fait que normalement, si vous avez un conflit de loi entre l'article 4B, le fameux article 4B qui vous dit que vous serez résident, si vous avez, en France, si vous y avez votre foyer, ou lieu de votre séjour principal, ou bien le centre de vos intérêts économiques, ou bien une activité professionnelle non accessoire, votre job, dans ces cas-là, vous êtes considéré comme résident fiscal français. Cependant,
S'il y a un conflit de droit et qu'on applique la Convention par un mécanisme dit de subsidiarité, c'est la Convention qui s'applique. Or, dans la doctrine de l'administration fiscale, on soutenait que si on était sous l'article 4B, eh bien, on devait maintenir sous l'article 4B. Le Conseil d'État a sanctionné cette décision en disant non, il y a 4B, mais dès qu'il y a une convention, on appliquera la convention. Et puis, cet aspect-là des choses a été remis dans la loi, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et que l'administration suive ce raisonnement. Sont éclaircies, on va dire. Exactement. Un petit mot aussi concernant les startups. C'est vrai que je le rappelais avec l'intervenant précédent, un des intervenants précédents, on parle beaucoup du non-coté, donc les start-upers, les patrons d'entreprises en devenir sont assez à l'écoute. Et il y a dans ce monde-là un nouvel aussi acronyme qui s'appelle les BSPCE. C'est un levier important. Alors d'abord, rappelez-nous peut-être ce que c'est et ce qui est prévu pour leur cas. Le BSPCE, c'est le stock option de la société non cotée. Si vous avez une société qui a moins de 15 ans, vous permettez d'associer vos collaborateurs au profit futur en leur permettant, ces collaborateurs, de rentrer au capital de la société selon des modalités un peu plus favorables. Alors ça paraît simple comme ça, mais c'est un peu plus compliqué. Parce que si, Cédric, vous rentrez dans ma société et que je vous accorde des titres, ça peut être de la monnaie de singe si j'ai pas prévu de clause de rachat. Donc en fait, c'est un incentive fort, parce qu'on sait très bien que dans les startups, et quand on amorce une activité, on n'a pas beaucoup de choses à distribuer. Et donc, on promet, ou on dit, vous aurez un profit futur de cette façon-là. Quand ça ira mieux. Quand ça ira mieux. Alors, ce qui est quand même intéressant, parce que ça, c'est un sujet qui était très ancien, qui avait été mis, pour ceux qui s'en souviennent, en place par M. Balladur avant 2000, avant même 1990, mais c'est intéressant parce que ça permet aussi à des collaborateurs de rentrer au capital et finalement de passer à un statut d'acteur et pas uniquement de subir la rémunération qu'ils perçoivent, comme parfois on peut le ressentir. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Donc c'est quand même intéressant. Or, ce système, quand vous avez une structure qui fonctionne bien, il n'est pas rare que vous soyez racheté, repris, ou que celui qui vous emploie apporte ces structures pour différentes raisons, justement, à un repreneur. Et on avait un mécanisme qui était intéressant, qui était de dire, voilà, la société qu'on vient de créer, elle existe. Demain, elle sera peut-être qu'une filiale, mais on vous permet d'échanger les titres ou les droits, plutôt que les titres, parce que vous ne les aviez pas toujours, ça dépend du stade dans lequel vous êtes, les droits auxquels vous pouviez prétendre, contre des titres ou des droits sur une nouvelle société. Et ce qui était intéressant, c'est que on vous disait, à ce moment-là, je fige la plus-value éventuelle. Oui. On ne l'oubliait pas, mais vous ne la paierez qu'au moment où vous céderez ces titres nouveaux. Or, la loi change, ou la loi changerait, parce que tout ça n'est pas peut-être encore définitif, mais on vous dit maintenant que le gain d'acquisition, c'est-à-dire ce prix qu'on vous a donné au départ entre le moment où vous avez reçu ou perçu ces titres et le moment où vous les apportez, va être taxable immédiatement. Or, vous n'avez pas la contrepartie. Ah oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que ça va plomber terriblement ce régime, qui n'est pas surdimensionné et qui n'est pas forcément très employé parce qu'il est complexe, mais le sujet va être là. Donc, on va vous demander d'anticiper un revenu sur quelque chose qui ne vaudra peut-être plus rien après. Donc, ça va terriblement faire flancher ce mécanisme. Ensuite, il y a quand même un autre sujet, c'est qu'on considère que ces BSPCE, pour aller dans la lignée de ce qu'on vient de dire, ne pourront pas être inscrits sur un PEA ou bien sur un PEA-PME à partir du 10 octobre 2024, c'est-à-dire que c'était déjà hier. Donc ça supprime un avantage vraiment supplémentaire. Alors qu'on avait le droit jusqu'à présent. Alors qu'on avait le droit jusqu'à présent. Donc ça les rend nettement moins attractifs. Ça veut dire que finalement, dans l'esprit de l'administration, et je conclurai là-dessus, depuis longtemps, le fait d'avoir de l'actionnariat salarié n'est pas très bien perçu. Oui, alors que ça devrait l'être. Ben oui. On peut le penser. Je le rappelais en préambule, Jérôme Barré, on est en plein processus législatif, donc on a eu la commission des finances avec tout son cirque d'amendements. On est maintenant dans l'hémicycle où on discute, il y a des tas de choses qui se disent, qui se racontent, qui s'invectivent. Qu'est-ce qu'on peut retenir finalement de ce maelstrom, de ce combat, parce que parfois c'en est un. Alors, si on se souvient, il y a eu beaucoup de mesures, c'est la foire de Paris, si je puis dire. Concours Lépine. Ça ressemble au concours Lépine, quelqu'un l'a dit. Alors je suis un peu sévère en disant ça, parce que chacun joue pour son domaine et je peux le comprendre. Mais il y a eu au moins 7 mesures qui ont été émises, qui n'ont pas été retenues par la commission, mais qui vont être redébattues. La première, c'est flat tax. Prélèvement forfaitaire unique a été relevé de 30 à 33%. Ce qui veut dire que si on rajoute les 4% de contribution exceptionnelle, quand on est au-dessus d'1 million, donc ça nous fait déjà 37, plus éventuellement la contribution additionnelle dont on a parlé tout à l'heure. Donc on peut se retrouver à des montants importants. Et je n'ai pas apporté de simulation ici, mais si vous avez majoritairement des revenus du patrimoine versus des revenus d'activité, vous allez voir que là, vous tombez rapidement
et pour des revenus élevés, on est d'accord. Et vous tombez rapidement, justement, dans l'application de la contribution différentielle dont on parlait. Donc la contribution différentielle, l'idée c'était de dire, elle existe, on veut qu'elle dure. Deuxième sujet. Troisième sujet, droit de succession. En droit de succession, il faut bien voir que on est les champions du monde. On est les champions du monde au moins en Europe. Parce que en ligne directe, Portugal, Luxembourg, Suisse, en cas de succession, Espagne dans certaines provinces, Allemagne, on est à 30%, mais au-delà de 26 millions. En Italie, vous avez 1 million de votre vie durant et 1 million au moment de votre décès. Donc vous arrivez avec 4 enfants et vous êtes à 0 pour 16 millions. Et on a 4% le reste du temps. Là, nous, on est déjà à 45% au-delà d'1,8 million. Nos voisins sourient. Et nous, on sourit beaucoup moins parce qu'on voit des chefs d'entreprise qui ont vendu leur entreprise et qui quittent le pays. Alors, ça se fait en douceur, c'est pas très grave. Et comme ils quittent le pays après avoir vendu leur entreprise, l'exit tax, ils connaissent pas. Donc, on est dans un schéma où il faut qu'on fasse attention parce que de la ressource d'épargne s'en va. Et ça, c'est très dommageable. Et là, le but, c'était de dire, on va doubler les abattements pour les héritiers qui ne sont pas en ligne directe, les frères et sœurs, les neveux, etc. Mais on va hausser le taux d'imposition, non pas à 40, enfin, non pas à le laisser à 45, mais le passer à 49 au lieu de 3,6 millions. Ça, c'est, de mon point de vue, une catastrophe patrimoniale. Quatrième point, les plus-values immobilières. Prévoir qu'elles seraient... on n'aurait plus ce mécanisme d'abattement fiscal jusqu'à 22 ans pour la plus-value, jusqu'à 30 ans pour la CSG, CRDS, mais on passerait à quelque chose qui serait autour de l'inflation. C'est pas du tout la même chose. Or, déjà, 30 ans, si vous disiez votre vie par 30 ans, c'est pas tout à fait spéculatif. Et donc, ça veut dire qu'en fait, vous ferez vos opérations 1 ou 2 fois. Et ça concerne tous les patrimoines. Vous avez aujourd'hui beaucoup de retraités qui voudraient bien vendre, mais qui attendent le délai parce qu'ils en ont besoin pour leur retraite. C'est dommage. Le cinquième point, c'est les super dividendes et les rachats d'actions, dès lors qu'on appliquerait une majoration de prélèvements forfaitaires à 35% pour les distributions de dividendes et pour les grandes entreprises qui ont plus de 20% de la moyenne des années en volume de distribution. L'exit tax qui passerait d'un délai de 2 ans à 15 ans. Donc on annule ce qui avait été fait, monsieur... et puis c'est totalement contraire à la liberté d'aller et venir, ça on pourra parler à un autre sujet. Le pacte Dutreil, l'idée c'est de maintenir l'outil professionnel en France, de maintenir la masse salariale, outil très utilisé, hein. Largement, mais qui est compliqué. Il ne faut pas croire que c'est un clin d'œil, c'est vraiment très très compliqué à appliquer. Et là, on supprimerait l'abattement de 75%. Bon, donc tous ces éléments-là sont des éléments qui sont de nature à faire réfléchir aujourd'hui les chefs d'entreprise et les propriétaires qui ont été marqués par ce qui a été dit. Et je peux vous dire qu'on sent qu'il y a une angoisse, une véritable inquiétude. On rappelle que tout ça, c'était en commission des finances, que la commission des finances n'a pas voté pour toutes ces mesures, donc il n'y aura pas de projet en ce moment, enfin il n'y a pas de projet en ce moment de la commission des finances. C'est-à-dire que ces amendements, qu'est-ce qui leur arrive désormais? C'est au petit bonheur la chance de l'hémicycle. Eh bien, mercredi, nous y sommes, mercredi, c'est le moment où on va rediscuter. Alors, le gouvernement veut passer éventuellement, il ne le souhaite pas, il l'a dit, mais il sera peut-être obligé de passer par 49.3. Son existence sera peut-être là, donc ça va être difficile, hein. Donc, ces mesures, on va voir comment elles vont prendre. On voit bien qu'il y a un caractère extrêmement politique et que c'est pas uniquement une question de recouvrer des recettes, mais c'est à chacun de faire valoir sa voix. Ce qui est peut-être un moment idéal compte tenu de la disparité et de l'éparpillement des blocs. Mais c'est quelque chose qui peut gravement affecter la marche des entreprises et la vie des contribuables, hein. Allez, on termine, Jérôme Barré, par un dernier mot sur les mesures qui touchent les entreprises, la fiscalité des entreprises dans ce projet de loi. Alors, là encore, beaucoup de choses, enfin, au moins 3 points. La contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises, ce serait une taxe temporaire qui s'appliquerait aux entreprises réalisant des bénéfices exceptionnels, notamment les grandes entreprises. Alors ça, vous savez, ça dure depuis longtemps. Déjà, du temps de l'ancien ministre des Finances, on en parlait. Deuxième point, report de la suppression de la CVAE. Là, il faut voir que depuis qu'on a supprimé la taxe d'habitation, on a une inflation, qui dépasse largement l'inflation, des taxes locales. Les communes ne s'en sortent pas. Le gouvernement se désengage de ces aspects-là. Donc, on voit bien que la taxe foncière augmente. De la même manière, pour trouver de la ressource pour les communes, on reporte la CVAE. De là à ce qu'on nous dise un jour qu'elle n'est pas abandonnée comme elle l'avait été annoncée il y a quelque temps. Ensuite, verdissement de la fiscalité, donc une recherche d'une taxation. J'ai bien une recherche parce que ça sera des choses qui se mettront en place au fur et à mesure, qui commencent à se mettre en place. Taxation donc plus élevée sur les secteurs les plus polluants, en particulier le transport aérien, pour encourager des pratiques plus durables. Et ben voilà, ça fait... Il y avait aussi quelque chose sur les dividendes, non ?
Alors sur les dividendes, on l'avait évoqué, mais là c'est pour les superdividendes. personnes physiques, c'est quand il y aura des super dividendes, donc sur une moyenne qui serait supérieure à une moyenne des 5 dernières années, on appliquerait 20% de taxation en plus pour les particuliers. Eh bien voilà quelques idées. On va continuer à suivre bien évidemment les débats parlementaires et nul doute qu'on aura sans doute l'occasion de se pencher sur une version finale pour voir à quelle sauce on est mangé, Jérôme. L'aventure n'est pas finie. Jérôme Barré, le cabinet Yards qui nous accompagnait dans Cœur de patrimoine. Merci Jérôme. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on interrompt notre spécialité fiscale un court instant pour plonger sur les marchés. C'est important aussi, bien évidemment, dans votre stratégie patrimoniale, de bien saisir toutes les subtilités qui font bouger nos grands indices, nos marchés obligataires, etc. Et pour ce faire, c'est Alexandre Baradez qui nous rejoint. Bonjour Alexandre. Bonjour Cédric. Pour IG, si j'ouvre la porte de votre bureau, Alexandre, qu'est-ce que je trouve finalement que vous regardez tous les jours? Quels sont un petit peu finalement les éléments qui vous permettent d'appréhender le contexte financier au sens le plus large actuel? On regarde d'abord l'environnement macro. C'est-à-dire qu'avant de regarder les marchés, on regarde la macroéconomie et on a quand même une macroéconomie mondiale qui est assez désynchronisée. C'est-à-dire qu'on a une économie américaine toujours assez rutilante, des niveaux de croissance attendus pour le troisième trimestre encore supérieurs à 3%. Face à ça, vous avez une zone euro qui est plutôt embarquée dans une situation économique plutôt molle, avec une Europe du Sud qui tient plutôt très bien, une Europe du Nord, notamment l'Allemagne, beaucoup moins bien, puis une France un peu entre les deux avec ses enjeux fiscaux. Et puis il y a une zone Asie où on sent que ça commence enfin à bouger un petit peu sur la Chine avec des décisions un peu plus de stimulation économique, soutien au marché immobilier. Et tous ces niveaux-là nous donnent une vision finalement assez désynchronisée du monde et donc aussi des marchés mondiaux qui n'ont pas tous la même trajectoire. Alors justement, cette macroéconomie, puisque vous la mettez sur le devant de la scène, elle est notamment drivée par nos banquiers centraux. Alors c'est un peu loin maintenant, puisqu'on est déjà, on touche à la fin du mois d'octobre, mais il y a eu ce symposium de Jackson Hole qui est un peu la grand-messe de nos banquiers centraux. Et quand on les a écoutés, ils nous ont dit oui, bon, on est assez satisfait de notre action, mais on n'est pas au bout. Enfin, on les sentait un petit peu, allez, permettez-moi l'expression, le cul entre deux chaises. Est-ce que vous partagez un peu ce sentiment ou vous les trouvez sévères envers eux-mêmes? Alors, déjà, le mois d'août, ça remonte finalement à l'échelle des marchés de la macro. Ouais, finalement, c'est déjà assez loin parce que quand on regarde pour la zone euro les chiffres d'inflation qu'on a eu en l'espace de 2-3 mois, il y a de sacrés progrès réalisés vers l'objectif. Il y a même des pays qui sont tombés sous les 2% en termes d'inflation. Donc vous êtes plutôt satisfait? Alors pour la BCE, je pense qu'elle peut être satisfaite parce qu'effectivement, elle se rapproche de plus en plus de l'objectif. Alors, attention quand même qu'il faut bien distinguer toujours deux choses. Il y a l'inflation globale qui inclut absolument tout, et puis il y a la fameuse inflation sous-jacente qui est celle que regardent les banquiers centraux, aussi bien faite que BCE, et qui elle est hors alimentation et hors énergie. Et c'est vrai qu'on voit qu'en zone euro, l'inflation globale c'est plus vraiment un problème. L'inflation sous-jacente est toujours plus proche des 3% que des 2%. Ouais. Et donc on voit bien que pour la zone euro, il y a quand même un impératif, ça on l'a bien compris dans les messages, la Banque Centrale Européenne, c'est de préserver quand même la croissance à tout prix, de ne pas faire tomber l'économie européenne en récession, et l'Allemagne est assez mal placée pour ça, et donc de s'assurer que la croissance tienne, tout en ayant quand même un œil sur les services où l'inflation persiste un peu. Mais c'est vrai que la Banque Centrale Européenne, selon moi, a quand même beaucoup moins de crainte que la Fed. La Fed, effectivement, elle peut se targuer d'avoir une économie américaine qui est extrêmement résiliente, et c'est vraiment le cas. C'est-à-dire qu'on était tous là à surveiller depuis des trimestres, même des semestres, à quand le landing, le fameux soft landing, ou landing tout court. Et quand on regarde les 3 derniers trimestres de l'économie américaine, ça ne veut pas accélérer, ça ne veut pas atterrir. Et pour autant, et c'est ça qui est incroyable pour la Fed, c'est que l'inflation, elle, a quand même pas mal ralenti, mais l'inflation sous-jacente, cette fameuse inflation sous-jacente, aux États-Unis, vous avez 2 mesures, l'une d'entre elles est encore à 2,7%, et l'autre est à 3,2%. Donc, on est toujours dans une zone où la Fed a pu baisser un peu les taux parce qu'on n'est plus à des niveaux d'inflation sous-jacente à 6 ou 7, mais elle a encore ce fameux dernier kilomètre qui n'est pas encore réalisé. Et si elle est trop accommodante trop tôt, le risque, c'est qu'en fait, l'inflation redémarre un petit peu. Donc je dirais qu'elle a la grosse vigilance aujourd'hui, c'est du côté de la Fed qu'il faut l'avoir et moins du côté de la BCE par rapport à l'inflation. Et s'il faut regarder d'autant plus les États-Unis, c'est qu'il y a ces aspects macro, conjoncturels, inflation, BCE, réserve fédérale, mais il y a aussi plus que jamais l'aspect politique. Enfin, on est à quelques semaines, quelques jours de l'échéance attendue depuis maintenant des mois et des mois de cette élection présidentielle américaine, avec tout ce que ça veut dire aussi pour la Fed. C'est-à-dire qu'elle a agi
alors que la tradition voulait qu'elle n'agisse pas à cette période-là. Donc, Oui, c'est effectivement, elle a tiré en plus un coup assez important, c'est-à-dire 50 points de base pour démarrer un cycle de baisse de taux, même si elle ne dit pas que c'est un cycle, c'en est un quand même, quand on a monté les taux comme ça aussi rapidement, qu'on a fait un plateau haut pendant plusieurs trimestres, c'est bien le début d'un cycle, mais faire 50 points de base, effectivement, l'inflation a fait des progrès pour justifier qu'on baisse un peu les taux, mais est-ce que Jérôme Powell n'a pas voulu acheter un peu la tranquillité sur les marchés jusqu'à l'élection, au risque du coup de baisser d'être un peu trop, et la dose un peu trop forte au départ de baisse de taux, alors que l'inflation a encore un bout de chemin à parcourir. Et c'est sûr que c'est un pari d'autant plus, alors je ne sais pas si on peut dire risqué, mais qu'il fallait oser faire quand même, parce que vous avez vu que dans les sondages, depuis une quinzaine de jours maintenant, Donald Trump rattrape son retard par rapport à Kamala Harris. Et sur les marchés, on voit tout à fait la traduction, c'est le fameux Trump trade, c'est-à-dire cette conjonction d'éléments où vous avez le dollar qui monte, les taux qui montent, parce que Donald Trump est perçu comme un candidat reflationniste. Et là, je pense que vous voyez où on va en venir, c'est que si c'est bien Donald Trump qui est élu et qu'il applique un programme qu'il est celui qu'il présente, à savoir des baisses d'impôts, une stimulation économique toujours, qui est l'ADN de Trump, on va dire, eh bien, son programme va se retrouver en collision frontale avec la Fed, parce que le risque, c'est que l'inflation n'atterrisse pas, et que la Fed, non seulement, rappelons une chose, c'est que les marchés aujourd'hui anticipent 150 points de base, c'est-à-dire 1,5% de baisse de taux dans les 14 prochains mois. Si on a un candidat inflationniste qui arrive, qui n'arrive pas à résorber les déficits, et qui continue de stimuler la machine économique, eh bien, ces baisses de taux n'interviendront pas, et dans ce cas-là, il y aura un risque, effectivement, que la Fed subissent un accident monétaire, c'est-à-dire qu'elle a laissé penser qu'une chose allait se réaliser, et si c'est Donald Trump qui arrive et qui... D'autant que Trump a une potentielle velléité de museler ou de domestiquer un peu la Fed. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si pour les marchés à ce stade c'est le plus important, c'est que le marché s'enthousiasme en ce moment. Quand au moment où on se parle, il s'enthousiasme, donc le dollar monte, les taux montent, les marchés, les indices américains, le SP 500 et le Dow Jones ont battu des records, et on voit même des actifs comme l'or, par exemple, l'or qui monte, s'il y a la géopolitique évidemment là derrière, mais il y a aussi beaucoup le scénario de l'inflation qui peut réaccélérer sous Trump. Des actifs comme le Bitcoin également, qui montent beaucoup depuis une dizaine de jours, et ça correspond pile poil au moment où, dans les sondages, l'écart commence à se resserrer. Donc, ce Trump trade, il est sympa pour ceux qui sont investis sur les marchés américains parce que ça tire les marchés à la hausse, mais il pose quand même des interrogations sur la marge de manœuvre dont disposera la Fed si effectivement c'est bien Trump qui a remporté cette élection. Vous avez dit rapidement un mot de l'Europe aussi. Qu'est-ce qu'il en est des menaces qui pèsent sur l'Europe? Parce que vous avez rappelé que le one size fit all, ça n'existe toujours pas. Hein, ça va pas pareil au nord et au sud. Il y a des tiraillements sur ce que c'est que l'inflation, comment on doit la traiter, à quel moment les choses se normalisent. Qu'est-ce qu'on peut en dire de nos menaces à nous? Oui, alors c'est vrai qu'on est finalement ce qu'on vit depuis 2022, on est toujours un peu dedans. Finalement, il y a toujours malheureusement la guerre à l'Est, qui influence beaucoup moins les marchés. Par contre, c'est plus les matières premières ne sont plus sur les niveaux de 2022, donc ça s'est normalisé sur le front des matières premières. Cette géopolitique est quand même toujours présente, mais c'est vrai qu'on a l'impression d'être un peu dans le monde d'après, notamment pour l'Allemagne, par exemple. L'Allemagne, récemment, un de ses ministres a dit qu'il aimerait que la BCE accélère le rythme sur les baisses de taux. Et on parle de l'Allemagne, de l'orthodoxie budgétaire, la rigueur monétaire notamment. Et bien, on se rend compte que l'Allemagne, effectivement, est dans un cycle qui est quand même très négatif depuis 2 ans, pas de croissance depuis 2 ans quasiment. Alors, vous avez des pays du sud de l'Europe qui ont fait des réformes assez courageuses, et qui, aujourd'hui, les taux de croissance qui sont nettement supérieurs à ce qu'on avait il y a quelques temps. Donc, je suis quand même plutôt assez... je sais que c'est peut-être pas le moment de le dire aussi fortement, mais moi, je suis pas très négatif pour la zone euro. C'est-à-dire que je pense que le rapport Draghi a quand même servi d'éléments. Alors, des éléments déclencheurs, il y en a quand même beaucoup pour la zone euro, il y a des crises ici ou là, mais ce rapport est quand même important parce qu'il montre qu'il faut quand même aller de l'avant, réformer, proposer des choses de manière plus collective, etc. De l'autre côté, ce qui est très bien à voir, c'est que la France, son problème plutôt budgétaire, il n'y a pas d'effet de contagion. C'est-à-dire que c'est le problème de la France. Il n'y a pas eu d'effet de contagion à l'Italie, au Portugal ou à l'Espagne, alors qu'en 2012, c'était ça la crise de la dette. C'était vraiment une contagion globale. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, là, si en plus l'Allemagne peut recevoir des baisses de taux de la BCE sans trop broncher, et ça l'arrange même pas probablement beaucoup d'avoir des baisses de taux, finalement, c'est plutôt un contexte où ça va à peu près à tout le monde, cette situation-là, où l'inflation baisse, la BCE envoie ses baisses de taux, et je pense que la Chine qui fait de la relance, ça c'est important aussi, à un moment donné, dans quelques mois probablement, mais ça va commencer à bénéficier des pays comme l'Allemagne par les questions des moteurs export notamment. Mais ça veut dire, Alexandre Barnès, que vous évacuez, là, on est en pleine, j'ai presque envie de dire édition spéciale de Cœur de Patrimoine sur le projet de loi de finances, vous évacuez le cas français d'un revers de main en disant finalement,
C'est pas important ? Non, je l'évacue pas, mais vous regardez par exemple depuis une quinzaine de jours, en fait depuis qu'on a commencé à aller à l'Assemblée, Michel Barnier, ses discours devant l'Assemblée, les propositions, etc., qui ont été faites par le gouvernement, on a plutôt un resserrement, alors on sait que c'est des choses qui peuvent varier très vite, mais on a plutôt un resserrement de l'écart entre le taux 10 ans français et le taux 10 ans allemand. C'est comme ça qu'on mesure un peu le risque sur les marchés, ça se normalise entre guillemets. Ça s'est un peu renormalisé, on était à 0,8, on est revenu vers les 0,7, donc il n'y a pas en tout cas de tension supplémentaire sur ce front-là. Et encore une fois, l'aspect de non-contagion me paraît important. C'est-à-dire que voir que ça ne touche que la France, dans le même laps de temps, par exemple, il faut regarder ce même écart Italie-Allemagne, les taux se resserrent. D'accord. On est sur des niveaux, des écarts de taux les plus faibles depuis 2021, Italie-Allemagne. Donc, c'est une problématique française, mais pour l'instant, ce que l'on voit des négociations à l'Assemblée, et on verra ce qu'il en sera dans les jours qui viennent, mais pour l'instant, ça n'inquiète pas plus les marchés que ça. Et je pense que ce qu'il faut regarder un peu, encore une fois, à moyen terme, il y a l'aspect fiscal, mais ça, je pense qu'on fera ce qu'il faut. Les agences, comme sont vigilantes, et la France comprend l'intérêt qu'elle a à faire les choses correctement par rapport aux prêteurs internationaux, mais il me semble que un peu le game changer de cette fin d'année pour l'Europe, c'est la Chine justement. C'est la Chine qui pendant 3 ans est embourbée dans une situation pas terrible. Ça ne veut pas dire que les mesures que la Chine a prises seront tout de suite visibles dans son économie et stimuleront du coup par effet collatéral la zone euro, mais je pense quand même qu'il y a une prise de conscience en Chine de la difficulté économique, et plus les mesures vont s'accumuler en Chine, plus progressivement, ça améliorera aussi la situation de la zone euro et des pays comme la France ou l'Allemagne. Une fois qu'on s'est dit tout ça, Alexandre Baradez, qu'est-ce que vous auriez envie de recommander aujourd'hui à un épargnant, à un investisseur, averti certes, mais voilà, qu'est-ce que vous lui diriez pour cette fin d'année ? Alors, il y a j'aime pas le mot pari, mais il y a quelques orientations stratégiques qu'on peut faire. Je pense par exemple que travailler sur le secteur des énergies renouvelables, que vous regardez un secteur en bourse, j'entends, tout ce qui a été perdu post-Covid, il y a une grosse bulle en fait sur ce secteur, tout ce qui est éolien, etc., énergie renouvelable, les valorisations étaient montées à des niveaux complètement stratosphériques, ouais. Ça a totalement corrigé et ça reste très bas. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de secteurs qui avaient corrigé post-bulle 2021-2022, beaucoup de secteurs ont retrouvé leur niveau record. C'est pas le cas pour les énergies renouvelables. Donc je pense qu'on voit bien que pour la Chine, c'est aussi une priorité, pour l'Europe, ça reste toujours un engagement fort, pour les États-Unis aussi. Donc je pense à un secteur qui va retrouver un intérêt dans les mois à venir. Le secteur ensuite, comme je pense quand même qu'on n'est pas parti, je parlais tout à l'heure des marchés américains, moi j'ai trouvé un peu cher ces marchés américains, 22 fois les bénéfices anticipés, c'est quand même des normes et des métriques historiques plutôt élevées. Donc il me semble qu'on va plutôt quand même vers un peu plus de volatilité sur les marchés américains dans les mois qui arrivent, peut-être les 1 à 2 trimestres qui arrivent. Et donc je pense que dans des portefeuilles, mettre par exemple, et notamment en Europe, des valeurs européennes, des télécoms, des utilities, ça, ce sont des secteurs qui ont très bien marché ces derniers mois. Et je pense dans un environnement qui est toujours un peu mouvant d'un point de vue économique et peut-être un peu budgétaire au niveau US aussi, ça reste des cœurs de portefeuille mais qui performent très bien ces derniers temps. Donc je vois toujours beaucoup de potentiel pour les télécoms, pas mal de potentiel pour tout ce qui est valeur un peu infrastructure, donc tout ce qui est services aux collectivités ou autres, donc ce qu'on appelle les utilities. Je pense que les banques aussi européennes, toujours, même si c'est un des meilleurs secteurs cette année, les banques européennes, on est sur du 20% quasiment de performance annuelle, je pense que continuer à les jouer à la hausse, ça me paraît pertinent parce que, certes, la BCE baisse ses taux, donc ça comprime un peu les marges bancaires, mais les volumes de crédit vont se redéployer plus fortement, donc ce sera favorable pour l'immobilier et pour les entreprises. Et donc, je pense que la petite compression des marges qu'on pourra avoir par les baisses de taux de la BCE sera compensée par les effets volume. Et donc, je pense que le potentiel est toujours bien présent pour les banques européennes. Et après, si on regarde géographiquement, je préfère par exemple aujourd'hui acheter de l'Europe, mais ça paraît paradoxal de le dire quand on a les perfs économiques, mais l'Europe est moins chère. Il y a pas mal de secteurs qui sont attrayants en Europe, des indices, les indices italiens par exemple, l'Italie on en parlait, qui va mieux, qui parle d'un déficit à moins de 3% d'ici 2026, voilà les indices type FTSE MIB italien, je pense que c'est un très bon coup à jouer dans les 1 à 2 ans qui arrivent et qui plus est derrière. Et ensuite, quelques thèmes, ça a déjà été pas mal joué par les marchés et les spéculateurs aussi, c'est la Chine, voilà, on a eu des rebonds titanesque, de 40-50% de certains indices chinois, c'est bien retombé depuis. Donc je pense que jouer ce second rideau de hausse peut être intéressant, justement comme les marchés sont retombés, continuer à jouer le côté, non pas bazooka de la Chine, il n'y aura pas de bazooka je pense, mais cette accumulation de mesures. On voit que c'est une espèce de rouleau compresseur où on empile les mesures comme ça, et à un moment donné, il y aura suffisamment de mesures, et puis les indices chinois se stabiliseront. Donc je pense que la Chine, jouer un peu la Chine, encore une fois, ça reste un pari toujours risqué, bien sûr. Mais en mettre un peu dans ses portefeuilles me paraît opportun, et tout ce qui est le thème émergent globalement me paraît toujours opportun. Alexandre Baradez, pour IG, vous donnez ces quelques conseils éclairés. Merci d'être Avec passé plaisir. dans Cœur de Patrimoine. Et tout de suite, on reste au contact de votre épargne, de votre patrimoine. Et on parle fiscalité. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.
On aurait presque pu mettre édition spéciale et effectivement vous emmener dans les coulisses de ce projet de loi de finances. On a eu le regard de l'avocat fiscaliste, très méticuleux, et on va à présent regarder tout cela à travers du prisme de la gestion de patrimoine. Guillaume Berthiaud, bonjour. Bonjour Cédric. Merci d'avoir accepté l'invitation de Cœur de Patrimoine, président de Sofidy Gestion Privée. Ce projet de loi de finances, c'est un marronnier. Chaque année, nos députés, nos parlementaires, parce qu'il n'y a pas que les députés, les sénateurs suivront, nos parlementaires s'attellent à nous fabriquer un budget, c'est ça ? Absolument, alors ça revient chaque année. On peut peut-être un peu décrypter ce que c'est que le projet de loi de finances. Comment ça se passe ? Alors, le gouvernement va proposer un projet de loi qui est important. Chaque année, on doit effectivement y retourner parce que c'est celui qui va autoriser l'ensemble des ressources et des dépenses de l'État. Donc, et ils doivent faire tout ça avant le 31 décembre, puisqu'on parle du projet de loi de finances 2025, et donc pour l'année civile 2025. Une petite chose quand même à préciser, cette année on n'a pas eu de loi de finances rectificative, c'était un petit peu la crainte après la dissolution. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que la loi de finances rectificative, elle vient modifier les règles en cours d'année, et ça c'est jamais très plaisant. C'est-à-dire qu'un épargnant peut avoir fait des choix patrimoniaux en pensant qu'il serait traité comme ça, et il se retrouve traité autrement, par le bon vouloir de nos élus. Exactement, c'est rétroactif. C'est ça, c'est ce qu'on appelle un projet de loi rectificatif. Exactement, et c'est rétroactif. Il y en a déjà eu par le passé, beaucoup pendant le Covid d'ailleurs, 3 ou 4 pour des situations exceptionnelles qu'on a connues. Donc là, première chose, pas de projet de loi de finances rectificative pour 2024. Donc on travaille pour la règle du jeu à venir. Et on travaille pour la règle du jeu à venir. Et donc on est en plein dans ce processus législatif qui peut paraître complexe. Même pour moi, je vous avouerai que je me suis replongé un petit peu. Parce que c'est long, C'est très long. Alors, ça commence par le 10 octobre, la présentation au Conseil des ministres. Donc là, le gouvernement a fait sa copie, la présente. Et puis ensuite, on a passé cette fameuse commission des finances fin de semaine dernière. Et donc là, c'est un florilège de propositions qui finalement, on pour ceux qui n'auraient pas regardé, ne ratez pas les prochaines. Alors oui, parce que c'était quand même assez savoureux de regarder tous ces élus exactement. Nous proposer des tas de choses. C'est intéressant à faire, c'est consultable en ligne tout à fait. Et donc ça s'est passé fin de semaine dernière, et là samedi, patatras, finalement, tout ça pour rien, puisque les députés ont voté contre les amendements sur lesquels ils avaient en partie travaillé. Donc c'est-à-dire que la prochaine étape, là, qui va être à partir de ce mercredi, l'examen en séance, n'a pas de projet de la commission des finances. Absolument, on repart du projet initial, et puis les discussions s'en suivront. Alors, voilà un peu pour le contexte. Ensuite, on part du projet initial qui, somme toute, assez simple. Il n'y avait pas 50 mesures. Voilà, c'est ce que le gouvernement a posé sur la table. Voilà, la copie du gouvernement. On va passer sur 3 ou 4 mesures un peu phares qui nous touchent tous. La première, elle est assez classique, c'est la revalorisation du barème de l'impôt selon l'inflation. Donc c'est normal, chaque année, on le sait, il y a de l'inflation, enfin du moins ces dernières années. Et donc on revalorise les tranches. On a revalorisé, le projet intègre une revalorisation de 2% pour une inflation de 1,8%. Donc on a 0,2% de bonus. C'est pas ça qui va changer grand-chose. Donc ça, c'est assez classique. Ça peut paraître normal à quelqu'un qui entend ça comme ça, en se disant finalement c'est normal qu'on prenne en compte l'inflation. Enfin, on l'a pas prise sur un certain nombre de planchers fiscaux qu'on a. Je pense au seuil d'entrée dans l'ISF, je pense aux avantages fiscaux liés à l'assurance vie. Enfin, il y a des tas de seuils comme ça fiscaux qui n'ont jamais été revalorisés au cours des dizaines d'années qui viennent de se passer. J'ai même envie de dire la plupart. Oui, c'est ça. Effectivement. Et donc ça, c'est indirectement des économies pour l'État. Tout à fait. Donc la revalorisation des tranches du barème. Et puis, on a un deuxième point qui est l'allocation meublée non professionnelle. Alors ça, on en entend souvent parler, ça revient. Je ne suis pas trop surpris que ça revienne sur la table à nouveau. On peut quand même dire que c'était très avantageux. Sa réforme n'est pas forcément choquante. Il faut voir comment ça va être orchestré, mais... On combinait un petit peu le meilleur des deux mondes dans l'allocation meublée non professionnelle. C'est-à-dire qu'on avait... on écrasait les loyers imposables en amortissement comptablement une valeur du bien qu'on achetait, la valeur du bien qu'on achetait, qui est plutôt une pratique liée aux sociétés en réalité. Et sauf que ces amortissements, qui nous permettaient d'éviter de payer trop d'impôts sur les revenus, donc sur les loyers pendant la phase de détention et de location du bien, lorsqu'on le vendait, hop, il disparaissait, on n'en tenait plus compte. Bon. Le projet de loi de finances vient remettre un petit peu d'ordre là-dedans, en tout simplement n'indiquant la chose suivante, c'est qu'en cas de cession, votre prix de revient, on va le diminuer des abattements que vous aurez passés.
Donc, mécaniquement, ça vient rehausser votre plus-value imposable. 2 choses à savoir. Ça sera à partir du 1er janvier 2025, pour les ventes à partir du 1er janvier 2025. Mais attention, a priori, si vous avez arrêté de faire de la location meublée non professionnelle, mais que par le passé, vous avez déduit des amortissements, ils seront gardés en mémoire, ils seront quand même utilisés. Donc, on n'y échappera On n'y échappera pas. a priori. Bon. Mais ça ne devrait pas peser tant que ça, patrimonialement j'entends, sur le paysan qui a fait un gîte, etc. C'est pas des valeurs qui sont prises dans ce dispositif par rapport à un appartement 2 pièces dans le centre touristique de Paris. Bah, ça va quand même faire une différence à la fin, parce que l'impôt sur les plus-values, je rappelle que c'est 19% plus 17 d'autres prélèvements sociaux. Donc sur la durée, ça peut quand même faire une différence. Et c'est là qu'on va avoir tout le travail que nous faisons et les experts qui travaillent dans la gestion de patrimoine, de refaire tourner tous leurs calculs pour reprouver que cette solution du LMNP reste favorable. Reste favorable ou pas. Donc, c'est vrai que derrière, il y a beaucoup de travail de calcul pour actualiser ces données-là. Le LMNP, ensuite, alors cette fameuse, donc ça c'est ce qui a fait pas mal l'actualité, on voulait taxer, vous savez, les foyers les plus riches. Au début c'est toujours un petit peu nébuleux, puis finalement on a reprécisé complètement qu'est-ce qu'on entendait par là, avec la fameuse contribution différentielle sur les hauts revenus. Donc on voudrait instaurer une imposition minimum de 20% pour les contribuables, avec un revenu fiscal de référence pour une personne seule de 250 000 €, pour un couple marié ou pacsé de 500 000 €. Peut-être premier commentaire qu'on peut faire par rapport à ça. On parle un par an. Par an, exactement. Mais un premier commentaire, c'est que la notion de richesse, elle évolue souvent dans le débat public. Je ne sais pas si des politiques ont dit par le passé, je crois, à partir de 3 ou 5 000 € on peut être riche. C'est très subjectif, d'une part. Mais je trouve qu'avec ces sommes-là, de par mon expérience, on touche quand même effectivement une tranche plutôt élevée. Et donc, cette contribution différentielle sur les hauts revenus, tout le monde en est extrêmement méfiant. Pourquoi ? Parce qu'elle est censée être instaurée que pour 3 années. Et ça, on sait que malheureusement, les promesses... Jérôme Barret nous rappelait la vignette auto. Les exemples, malheureusement, nous prouvent que ce qui est temporaire peut devenir définitif. Voilà pour la 3e. Et puis, on peut citer quelques autres mesures un peu plus accessoires. La redéfinition des personnes non résidentes, sans gros impact. Les BSPCE, M. Barré en parlait très bien. Et puis quand même quelque chose d'important, même si c'est assez logique, c'est la prorogation de l'abattement de 500 000 € pour les dirigeants qui partent à la retraite, qui vendent leur titre de société et qui partent à la retraite. C'était censé s'arrêter à la fin de l'année et donc c'est reconduit jusqu'en 2031. Du moins, le projet l'indique. Donc ainsi. ça... On parle là de mesures qui étaient programmées, entre guillemets, préparées, présentées, mises sur la table par le gouvernement. Ensuite, on a eu, passez-moi l'expression, mais je l'assume, le cirque de la Commission des finances qui a révélé toute une série d'amendements qui sont donc, entre guillemets, tombés parce que, pas dans le projet de la Commission de finances, mais qui vont être librement présentés dans l'hémicycle par chacun de leurs auteurs. Et on va bien voir ce qui va se passer. Là, il y en a quelques-uns qui méritent quand même qu'on les regarde. Tout à fait, Cédric, parce que ça donne une température, ça donne un état d'esprit de ce qui se prépare. Et alors, il y a quelques points positifs, je tiens à le dire d'entrée. Ou du moins qu'on aurait pu accueillir positivement. Et puis d'autres, on savait que ça titillait un peu, pardonnez-moi l'expression, mais certaines personnes qui créent ces idées. Alors, premièrement, le prélèvement forfaitaire unique. La fameuse flat tax, je rappelle que c'est 30%, 12,8% d'impôts, 17,2% de prélèvements sociaux. Mais là, on voudrait tout simplement ajouter 3% d'impôts, donc de passer de 12,8 à 15,8. Les prélèvements sociaux resteraient au même périmètre, et donc ça ferait passer cette flat tax de 30 à 33%. Pourquoi pas ? Oui, ce qui nous donne l'envie d'aller renvoyer nos députés aux études, puisqu'ils ont dit on rajoute 3% d'impôts. Et d'ailleurs, tout le monde l'a dit comme ça. Quand on passe de 30 à 33, c'est pas 3% d'impôts en plus, c'est 10% d'impôts en plus. Mais on va leur rappeler la règle de 3 assez rapidement. Ce sera pas plus mal pour eux.
Tout à fait, tout à fait. Alors cette fameuse aussi contribution différentielle, on venait d'en parler, on s'était dit c'est rarement temporaire. Bah là, on n'a même pas eu le temps. Il s'est passé 10 jours et puis tout de suite là, un amendement a proposé de la rendre définitive finalement, puisque tant qu'à faire. Et puis je passe. Alors ils ont voulu aussi faire en sorte par un amendement d'enlever tous les retraitements, les abattements pour adoucir un petit peu la note. Donc là, on irait sur quelque chose de très brut de décoffrage. Donc voilà, la contribution différentielle, on viendrait la renforcer. Par contre, sur la partie donation, succession, transmission, il y a eu des choses intéressantes. Je vous parlais d'un peu de positif. Il y en a plusieurs. Il y en a un, c'est doubler les abattements dont peuvent bénéficier les frères et sœurs, ainsi que les neveux et nièces. Donc ça, c'est toujours une bonne chose, créer les abattements en cas de transmission. Et intéressant aussi, compte tenu du contexte social, familial d'aujourd'hui, c'est de créer de nouveaux abattements pour les enfants du conjoint et petits-enfants. Oui, c'est ça, c'est adapter finalement la fiscalité aux évolutions de la famille. Sociologiques, exactement. Voilà, ça c'était plutôt pour les points positifs. Ensuite, il y a un point, bien entendu, on augmente l'impôt sur les seuils de donation, de transmission. Donc on est aujourd'hui à maximum avec 45%. Pour 1 805 677 €, on viendrait créer une nouvelle tranche à 49%. Voilà, donc ça rajouterait bien entendu de l'impôt pour tout ce qui est transmission. Et il y a également, toujours dans cette partie donation, succession, transmission, une idée qui avait été plutôt bonne, je trouvais, c'est de créer un abattement de donation lorsque vous donnez de l'argent à vos enfants pour les aider à acquérir leur résidence principale. Et là, on aurait ouvert une enveloppe de 150 000 €. On aurait pu donner en monnaie sonnante et trébuchante à ses enfants pour acquérir sa résidence principale en complément des abattements déjà existants. Ouais. Plutôt un point positif. Je termine sur peut-être 2 autres points, ou plus si on a le temps. Non, mais 2 sera bien. Voilà, la plus-value immobilière. Ouais. Alors là, on a touché à quelque chose qui est extrêmement sensible, touché du doigt, puisqu'on est resté sur un amendement finalement non mais on en reparlera dans l'hémicycle, ça c'est sûr. Hein. Voilà, c'est l'exonération de plus-value sur la résidence principale. Là, on touche à quelque chose. Je vous rappelle que la résidence principale, quand même, dans le patrimoine des Français, c'est souvent le poids prédominant. Et donc, on viendrait conditionner l'exonération d'impôt sur la plus-value en cas de cession à une détention de 5 ans minimale, contre aujourd'hui 0, bien entendu. Et on viendrait également, toujours sur cette partie plus-value immobilière, taxer non plus à 19% plus 17,2 de prélèvements sociaux l'impôt sur la plus-value, mais là, à la flat tax de 30%. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la plus-value immobilière dans les derniers amendements qui ont été proposés pendant la commission. Bon, on continuera bien évidemment à suivre l'évolution de toutes ces mesures et de ces amendements qui vont être discutés en séance. Juste pour terminer, Guillaume Berthiaud, vous êtes au cœur du réacteur de la gestion de patrimoine chez Sofidy Gestion Privée. Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous auriez envie d'adresser comme message express à distribuer ce matin sur les bancs de l'Assemblée à tous les élus pour alimenter leur réflexion au moment où ils construisent ce budget? Un seul mot, la stabilité. Moins de créativité, ne changeons pas les règles du jeu tous les 4 matins. Qu'est-ce que ça crée concrètement chez nos clients? De l'attentisme. Donc c'est-à-dire qu'ils n'investissent plus, ils investissent moins. Non, ils disent je vais attendre. Donc, et puis, vous savez, en plus, quand on parle de tout ça, tout le monde n'est pas aussi... J'espère que grâce à cet échange, on mettra les choses au clair, mais on ne parle pas du fait que c'est un amendement qui finalement n'est pas retenu, parce qu'il faut quand même se plonger un petit peu dedans. Donc, quand vous voyez ça dans la presse, en gros titre, attention, on veut remettre en cause l'assurance vie, j'en ai pas parlé, mais il y avait également ce point-là qui était mentionné. Ouais. Quand on vous fait dire que la flat tax va peut-être passer à 33%, même si, in fine, derrière, ce n'est pas voté. On entend le gros titre et Voilà, ça crée de la méfiance, donc de la stabilité, on en serait ravis. Guillaume Berthiaud, donc le président de Sofidy Gestion Privée. Merci d'être venu apporter votre pierre à cet édifice de décryptage, puisqu'effectivement, on essaye de s'y atteler sur ce maelstrom fiscal de l'Assemblée nationale. Voilà, c'est la fin de Cœur de patrimoine pour cette semaine et je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Cœur de patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.